Eh ben, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau cycle de webinaire de My Happy Job à l'occasion de la sortie des nouveaux livres de notre collection aux éditions Vibert. Donc on va démarrer ce webinaire qui du coup aujourd'hui va parler mais surtout aux femmes forcément et aux femmes actives. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Bérangère Touchman. Bonjour Bérangère. Bonjour, bonjour à toutes. Alors, on est ici pour parler de votre nouveau livre qui s'appelle Working Mum, 10 séances d'auto-coaching pour réinventer sa vie. Alors, autant dire qu'avec l'année qu'on passe, on est de plus en plus nombreuses à avoir des envies de changement. Donc, la clé va être de réussir à se réinventer et on va essayer de voir avec vous comment s'y prendre et comment lever certains obstacles et certaines peurs. Et on ne sera pas toute seule pour animer ce webinaire. On a le plaisir d'accueillir avec nous Marine Defresne. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes l'une des cofondatrices des Louves. Bonjour à tous, merci d'être là. Ben, avec grand plaisir, merci à vous. Vous avez préfacé le livre du coup de Bérangère Working Mum. Et pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce webinaire, donc je vais laisser la parole à Bérangère qui va se présenter et présenter son sujet pendant un petit quart d'heure. Et ensuite, on fera un débat avec Marine et Bérangère pour partager leur expérience parce que du coup, vous avez deux entrepreneuses avec vous. Donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir partager leur vécu. Et ensuite, on laissera une bonne demi-heure de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et moi, je les relayerai du coup d'ici une demi-heure. Et comme ça permettra d'organiser les questions. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi partager vos témoignages, c'est toujours intéressant. Donc pour ça, utilisez l'onglet conversation et vous pouvez nous poser vos questions dès maintenant. Et je tiens aussi à dire, voilà, on a beaucoup parlé de la fermeture des librairies et de l'accès aux livres en ce moment pendant le confinement. Donc n'hésitez pas, les livres sont toujours disponibles en ligne, mais aussi il y a de plus en plus de librairies qui s'organisent en click and collect et il y a des cartes de France qui sont disponibles pour voir un petit peu les librairies autour de vous qui se sont mobilisées pour pouvoir faire du retrait commande. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi voir si le livre est disponible en ligne et près de chez vous et ça permettra aussi de faire vivre les librairies de proximité. Et en ce moment, c'est important. Je vais te laisser la main, Bérangère. Donc, Yes. je te laisse du coup à la fois présenter ton nouveau bébé et Ouais. puis nous expliquer un petit peu ce qu'on peut mettre en place pour se réinventer. Yes, ben, merci pour cette introduction. Donc mon nouveau bébé, oui, c'est le quatrième en fait, puisque moi j'ai deux petites filles, Valentine et Suzanne, et j'ai une entreprise et maintenant ce livre. Donc je vais me présenter plus avant. Au niveau du PowerPoint, c'est OK? Oui, vas-y. Hop. Nickel. Je vais le suivre en même temps chez moi. Bon, je me présente rapidement et je présente coaching de carrière. Moi, aujourd'hui, je suis là, je vous parle en tant que conférencière, autrice, coach, chef d'entreprise. Mais avant ça, je me suis reconvertie, moi, pour en arriver là. J'ai réinventé ma vie il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans maintenant. Et avant, j'étais cadre dans l'agroalimentaire, cadre commercial et marketing dans des entreprises de l'agroalimentaire. Et j'en ai fait plusieurs avant, dans l'espoir toujours de me trouver enfin à ma place dans le monde du travail, etc. Puis en fait, ça n'est jamais arrivé. Donc, j'ai vagabondé de poste en poste après ma sub de co, et puis j'ai laissé tomber et je suis partie vers l'entrepreneuriat de manière graduelle, mais on pourra en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, ce que je vous présente aujourd'hui est le fruit de ma propre reconversion. Donc, je pense que c'est important de le dire. Et donc, je suis fondatrice du cabinet coaching de carrière qui accompagne les transitions professionnelles des mamans. On ne travaille qu'avec des mamans parce qu'on pense que les mamans ont des problématiques bien plus complexes que le commun des mortels quand il s'agit de se réinventer professionnellement, que ce soit en termes d'organisation, en termes de moyens. Les moyens, c'est le temps, l'argent, l'énergie. Hein. On sait toutes que c'est l'ère de la guerre, ces trois-là. Donc voilà, nous, on accompagne donc avec mon équipe les mamans avec une méthode qui s'appelle le bilan de confiance. Et le bilan de confiance, c'est un bilan de compétences réinventé. Parce que, encore une fois, nous, on pense que le bilan de compétences, ça peut être une première étape, mais ça ne suffit pas dans la mesure où, quand on est maman, on a des besoins particuliers. Et maintenant, le livre, donc, Working Mum, 10 séances d'auto-coaching pour réinventer sa vie. Je vais vous présenter le déroulé du livre parce que dans ce livre-là, donc il y a 10 étapes, 10 séances d'auto-coaching et pour moi, ces 10 étapes correspondent à 10 questions. Et si vous prenez vraiment en main ces 10 questions-là, vous y voyez beaucoup plus clair sur comment vous réinventer, mais comment vous réinventer de manière durable aussi. Parce qu'un changement, oui, c'est possible, mais nous, ce qu'on veut, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est le changement
qui nous permet d'être équilibrés sur le long terme, qui nous permet de choisir de manière éclairée et pas de choisir parce qu'on est influencé par un environnement qui nous chahute, et on le voit bien en ce moment, hein, on aurait envie d'aller sur des valeurs un petit peu de sécurité parce que l'environnement il est incertain, on a envie on a des envies d'entrepreneuriat parce qu'on veut du sens et que le sens aujourd'hui on ne le trouve pas forcément dans le monde du travail tel qu'il nous le propose, etc. Donc, mais je crois qu'il y a une méthode, vraiment il y a des étapes à respecter pour trouver vraiment entre guillemets sa voie. Alors moi je n'utilise pas trop la terminologie de trouver sa voie parce que pour moi on a beaucoup plus qu'une voie, hein, heureusement on a bien plus de potentiel et de possibilités que ça. Du coup je crois vraiment que dans ce livre, en tout cas, les 10 zones à explorer sont dans ce livre. Tu peux peut-être changer le... Voilà, je vais présenter le livre. Donc, dans Working Mom, 10 séances d'auto-coaching pour réinventer sa vie, effectivement, il y a ces 10 séances-là pour vous poser des questions. Alors, réinventer sa vie, attention, ça ne veut pas dire changer forcément radicalement de vie professionnelle, parce que si vous avez une grosse envie de changement, elle peut être très grosse cette envie de changement, mais si vous partez du principe que votre réalisation professionnelle ne pourra se faire que par un changement radical qui va aller peut-être vers une création d'entreprise, où vous allez percevoir du risque et ça va vous mettre mal à l'aise, ou vers une reconversion et encore là vous allez percevoir du risque et ça va vous mettre mal à l'aise, etc. Non, un changement, une réinvention professionnelle, peut parfois être en fait un changement plus subtil, un changement de mode de vie, un changement de rapport au travail, un changement de renégociation de vos conditions de travail, un changement de structure tout en gardant le même métier. Vous voyez, on peut, sur le nuancier du changement de vie professionnelle, il y a quand même une belle palette. Je crois que pour faire les bons choix de réinvention, il est bien de s'être posé les questions sur toutes les nuances de la palette. Voilà. Et ce livre, il propose justement de visiter, d'explorer toutes les nuances de la palette, que ce soit de la négociation de meilleures conditions de travail, parce qu'un passage à temps partiel, ça vous redonnerait du souffle, à le grand saut de l'entrepreneuriat, en passant par la reconversion, la recherche d'emploi, le changement aussi d'attitude et de posture dans votre propre poste de travail, parce que parfois, une envie de réinvention professionnelle est en fait déclenchée par un souci relationnel avec votre boss ou avec votre collègue. Hein, donc, vraiment, il est utile de se poser toute la palette de questions. Voilà, donc avec ce livre, vous allez pouvoir faire le point et vous ouvrir le champ des possibles parce qu'effectivement, je peux tout à fait comprendre que par les temps actuels, vous dire je dois créer mon entreprise parce que je me sens par exemple, je sais pas, inadaptée au monde du travail comme moi, je vous ai témoigné que j'avais pu me ressentir à l'époque, il est assez facile de se décourager parce que la montagne, elle paraît trop haute à gravir maintenant là. Maintenant, avec l'incertain, enfin je veux dire, on a beau mettre les feux de brouillard, en ce moment on ne voit pas à 10 mètres en fait. Parce qu'on ne sait pas économiquement, on ne sait pas le contexte sanitaire, on ne sait rien. Donc autant partir de soi, se construire un socle solide et profiter aujourd'hui, maintenant, de ce moment d'inertie économique, parce que je parlais encore hier avec mon experte comptable qui me disait qu'elle, dans son portefeuille client, elle n'avait pas encore vu de défaillance. Il y en aura un, mais aujourd'hui, dans son portefeuille de client, il n'y a pas encore de défaillance d'entreprise. On est encore dans cette inertie et on est encore dans le moment où on peut encore choisir, hein, et je crois qu'on le pourra encore. Donc, je crois que c'est maintenant qu'on peut entamer ce travail de fond et aller explorer toute cette partie introspection pour pouvoir prendre la bonne décision demain et pouvoir être préparé à prendre la bonne décision demain en termes de réinvention professionnelle. Voilà. Et ouvrez-vous le champ des possibles. Ça, je dirais que c'est le message à passer parce qu'on est loin d'être condamné à rester dans le même job toute sa vie aujourd'hui, même si le contexte économique est incertain, même si le contexte sanitaire est incertain. Il y a des choses qui sont possibles pour nous aider, il y a des perches à saisir, il y a pas mal d'aides à la création d'entreprise, il y a pas mal d'aides à l'embauche, il y a des métiers qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui arrivent, il y a le fameux CPF, enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont là pour nous soutenir dans notre envie de changement. Donc ça c'est plutôt chouette. Et puis il y a aussi toute la partie, alors je vais le développer tout à l'heure, mais il y a toute une partie qui va venir de vous aussi, qui va vous permettre de créer la confiance pour pouvoir avancer dans n'importe quel climat, même si c'est un climat anxiogène qu'il y a en ce moment.
Donc, comment sont construites, Fabienne, tu peux passer à la diapo suivante si tu veux. Comment sont construites les séances d'auto-coaching dans le livre? Alors, ce livre, il se veut pratico-pratique. Il y a un peu de théorie parce qu'on en a besoin, mais il y a aussi vraiment des jalons pour faire le point. Vous allez pouvoir écrire dans le livre parce que c'est un carnet de bord. Prenez-le comme un carnet de bord de votre changement de vie professionnelle. Sur les 10 séances d'auto-coaching, chacune commence avec effectivement une introduction au chapitre qui est un carnet de bord qui vous permet de faire l'état des lieux de là où vous en êtes par rapport au sujet. Et peut-être que mobilité professionnelle, vous vous rendrez compte que vous aviez des envies de reconversion, mais en fait, peut-être que vous n'avez pas épuisé toutes les sources de possibilités en interne, etc., etc. Ensuite, il y a un témoignage, une histoire de la vraie vie. Toutes les histoires qui sont écrites et tous les témoignages qui sont dans ce livre sont des témoignages, des vrais témoignages de mes clients, des histoires de mes clients. Et il y a des histoires à tous les niveaux, des histoires de mobilité, des histoires de reconversion, des histoires d'entrepreneuriat qui finalement se retournent et prennent une autre tournure, etc. Donc tout est possible. Et vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Il y a un vent d'envie de changement qui souffle aujourd'hui. Et parce qu'il y a la quête de sens, parce qu'effectivement, on revient aux fondamentaux, comme je l'ai lu dans le chat tout à l'heure. On a envie de revenir aux fondamentaux, on a envie de revenir à ce qui est important, entre guillemets. Ce qui est important, c'est ce qui fait sens, et ce qui fait sens, c'est ce qui réunit et qui fait écho à vos propres valeurs. Et ça, c'est important de revenir vers soi parce que ça, c'est du sûr, ça, c'est de la certitude. Votre certitude aujourd'hui dans le climat anxiogène, insécuritaire ressenti, etc., vous êtes solide, vos valeurs, elles sont solides, vous pouvez compter dessus et vous pouvez vous appuyer dessus. Ce sont de vrais appuis. Donc voilà, donc il y a de vrais témoignages et il y a une analyse de ces témoignages, une analyse de ces cas pratiques. Et pour résoudre chaque question de chaque auto-coaching, vous avez 5 clés. 5 clés d'apport théorique avec d'autres témoignages, avec des points de vigilance, parce que oui, on a pas mal de croyances ou d'idées reçues aussi sur la reconversion, sur l'entrepreneuriat notamment. Et tout ça, donc, je voulais concocter dans ce livre-là. Maintenant, je vais peut-être vous parler, et on peut passer à la diapo suivante, de comment trouver sa voie, parce que c'est le truc après lequel on court en ce moment. Comment trouver ma voie? Comment chercher un peu de certitude dans ce monde incertain? Et ce serait très rassurant, effectivement, de se dire qu'on a une voie et que quand on met le doigt dessus, tout roule. En fait, ça se passe parfois de manière un peu plus progressive que ça et pas si radicale que ça. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir plusieurs voies. Et même aujourd'hui, la manière dont est structuré le système de la formation professionnelle en France, nous sommes encouragés à refondre nos compétences tous les 5 ans avec ce fameux CPF, le DIF qui est devenu le CPF, etc. Donc, on nous encourage à nous reformer tout le temps parce qu'il y a la mondialisation, parce qu'il y a la digitalisation, parce qu'il y a des métiers, les cycles des métiers, les cycles de la technologie, en fait, sont très, très rapides et nous, nos compétences doivent aussi savoir se réinventer rapidement, se compléter rapidement. Donc, on est en train de mettre un système en France au niveau de la formation professionnelle qui nous permet d'être de plus en plus mobile. Donc, finalement, changer de voie et se réinventer professionnellement, spoiler, c'est la norme maintenant. C'est plus une exception, c'est ça qui devient la norme. Donc soyez parfaitement tranquille avec cette idée et votre envie de renouveau professionnel est tout à fait légitime, vraiment. Maintenant, comment moi j'accompagne, comment nous on accompagne les réinventions professionnelles, et je crois que ça c'est vraiment, nous on a vraiment accompagné des centaines de clientes et je me suis rendu compte à un moment donné que il y avait vraiment des points de passage, il y avait vraiment des questions essentielles à se poser et il y avait 3 étapes. Et je vous partage ces 3 étapes. Votre retour m'intéressera dans le chat. Les 3 étapes pour trouver sa voie, entre guillemets, mais je dirais plutôt trouver le projet d'après, parce que ça, c'est une méthode que vous allez pouvoir remettre en place dans 5 ans si besoin et c'est OK. Déjà, je crois que la première étape, c'est de faire la clarté, d'aller chercher vos points d'appui, faire la clarté sur qui vous êtes. Alors c'est très bien, c'est de connaître quel sens on a envie de donner à sa vie, qu'est-ce que vous voulez en termes de projet de vie, pas que en tant que projet professionnel, soyons d'accord. Un projet professionnel doit se dessiner
en parallèle d'un projet de vie ou doit même découler d'un projet de vie d'après moi. On a trop, les baby-boomers, la génération née après-guerre, vivaient pour travailler. Nous, on ne veut plus ça, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On veut que notre travail nous permette de nous réaliser au niveau familial, au niveau de notre vie de femme, de couple, de notre vie de mère. Voilà, le travail est à notre service. On peut aussi le voir comme ça. Je crois qu'il faut être très clair avec ce qu'on veut et comment on voit la vie, plutôt que tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Tiens, qu'est-ce qu'on attend de moi? Ça, c'est très féminin aussi. Faire ce qu'on attend de nous. Hein. C'est culturel, hein, tout ça. Et du coup, parfois, on a les radars qui sont brouillés et on savoir ce qu'on veut et pourquoi on est fait, mais c'est aussi parce qu'on est déconnecté de nos propres besoins. Donc je crois que la première étape pour vraiment trouver une voie durable, la voie d'après mais la voie durable, c'est de se connecter à ce qu'on est, à ce qu'on veut et s'autoriser à le faire, vraiment. Donc ça, c'est la partie introspection. La deuxième partie, ça va être de rétablir la confiance. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre entourage des gens qui ont fait un bilan de compétences et qui n'ont pas mis en place, par exemple, ensuite le projet intellectuel qu'elles avaient ou qu'ils avaient élaboré. Là, c'est ça. Vous allez pouvoir, en fait, avoir un projet professionnel intellectuellement très, très bien ficelé, avec un business plan, voilà, tout validé, super. Vous aurez du mal à vous lancer si vous n'avez pas le capital confiance suffisant. Et souvent, j'entends chez mes clientes, je me lancerai quand j'aurai confiance en moi. En fait, non. En fait, ça, c'est une erreur. L'idée, c'est d'abord de créer... C'est faire qui amène la confiance. Avoir confiance en soi et avoir confiance en son projet, avoir confiance en l'environnement, c'est aller vérifier qu'en fait, de petites choses, de petits pas les uns après les autres sont possibles. Et avoir confiance, c'est se sentir capable de faire. Donc, plus vous allez faire des petits pas, des petites initiatives, des prises d'informations, aller écouter un podcast, aller vous renseigner sur Internet, sur un métier, voilà, il y a des tas de choses qui vont vous permettre de faire un pas, puis un pas, puis un pas pour établir la confiance. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous avez agi 365 fois cette année, vous avez pris une action par jour, vous avez agi 365 fois cette année, et du coup, vous en avez quand même réalisé des choses. Ah, super, je suis confiante et parce que je sais que je peux y arriver. Allez, maintenant, je continue. Donc, c'est vraiment les petits pas. La confiance en soi, ça s'établit avec des petits pas. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça veut dire que vous avez le droit d'agir sur votre réinvention professionnelle, même avant, et surtout avant de vous lancer. Hein, un projet professionnel, c'est pas un matin, je me lève et je démissionne, au revoir président, et je saute dans le vide. C'est je construis petit à petit, je construis chaque marche de mon escalier, et au bout d'un moment, je me rends compte que je suis en haut de l'escalier. C'est ça. Et ensuite, l'idée, ça va être de garder la motivation. Quand on est maman, il y a les fameux le fameux triptyque des ressources qu'il nous faut quand on veut changer de vie professionnelle et qui nous manque tout le temps, structurellement, c'est temps, argent, énergie. Et ou alors ça nous manque réellement, ou alors on a peur que ça nous manque, donc on n'y va pas. Et pour garder la motivation, enfin, ça va être un jeu d'endurance, hein, ça va être une course d'endurance, et pour garder la motivation sur le long terme du changement professionnel, parce qu'une reconversion, c'est 2 ans, 3 ans. Hein. Une création d'entreprise, ça se fait très rapidement, mais le temps que ça se développe, parfois ça dure pareil, 2 ans, 3 ans. On dit qu'il faut 3 ans pour se faire une clientèle, par exemple pour les coachs. J'ai vu qu'il y avait une coach tout à l'heure dans le chat. Voilà. Donc il y a du temps. Le temps, il fait partie aussi de l'investissement qu'il y a à faire, hein, en termes de réinvention professionnelle. Et il va falloir garder la motivation parce que vous allez être en création d'entreprise, vous allez avoir posé votre démission dans le cadre du dispositif démission reconversion, où vous allez avoir négocié votre rupture conventionnelle et tout à coup une crise sanitaire, un confinement et tout à coup vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. Donc
mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner, bien au contraire. Hein, vous gardez le bénéfice de tout ce que vous mettez en place au fil de l'eau. Et pour garder la motivation, je dirais, j'aurais envie de vous demander de vous autoriser à y aller par étapes, y aller encore une fois par petits pas. La reconversion professionnelle, la réinvention professionnelle, c'est pas encore une fois sauter dans le vide, voilà, c'est vous sautez sans filet, c'est un escalier qu'on fabrique marche après marche. Et c'est beaucoup moins anxiogène de le voir comme ça, parce qu'on a le droit aussi de reprendre son souffle avant d'attaquer la marche supérieure. Okay, c'est vous qui pilotez. Voilà. C'est ça que je veux vous dire sur les 3 étapes pour se réinventer professionnellement. Et le détail de ces 3 étapes-là, il est dans le livre, il est détaillé en 10 séances d'auto-coaching. Voilà. Donc moi, je vous souhaite une bonne réinvention. Merci beaucoup Bérangère. Du coup, je vais enchaîner pour un petit peu en savoir plus chacune sur vos parcours parce que ça peut en inspirer plus d'une, je pense. Vous êtes chacune du coup entrepreneuse. Vous avez monté chacune votre entreprise et votre projet. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Et on a beaucoup parlé de la peur. Comment vous avez su qu'il fallait y aller, enfin, que vous y êtes allé et vous avez levé les peurs de vous mettre à vos comptes, quitter peut-être, vous allez nous expliquer un poste en salariat. Du coup, Marine, je vais vous laisser la parole. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, ça a clairement été un déclic dans mon travail de journaliste. En fait, j'étais amenée à faire les portraits de femmes entrepreneurs. Donc, moi, j'étais complètement de l'autre côté. Je suis une littéraire, donc je n'ai jamais fait un tableau Excel et je n'ai jamais fait de commerce. Donc, j'ai jamais imaginé créer un jour ma boîte. Mais le fait de rencontrer des femmes entrepreneurs, de parler de carrière au féminin, ça a commencé à me titiller à ce moment-là parce qu'à chaque fois que je rencontrais ces femmes qui avaient créé leur boîte, elles avaient une énergie et un dynamisme qui étaient complètement contagieux. Et je trouvais leur histoire et leur énergie tellement, intéressant et stimulant que j'en ai fait un livre parce que j'avais envie de creuser, de pouvoir raconter avec plus de mots leur histoire et montrer que ça tenait à pas grand-chose ces déclics et qu'en fait, on pouvait toutes le faire. Et donc, ce que j'ai fait pour les autres en écrivant ce livre, finalement, ça s'est appliqué à moi. Parce que à la fin du livre, notamment avec mon associée actuelle qui m'a aidé à le relire parce qu'elle était en congé maternité, on s'est dit mais pourquoi nous on le fait pas en fait, on est tout à fait capable, il suffit d'avoir un cerveau et une bonne idée et puis tout le reste, si on sait pas le faire, on l'apprend ou alors on se fait aider. Donc voilà, ça a vraiment levé le frein, le blocage que je n'imaginais pas, mais c'était évident quoi, qu'on peut le faire et on peut tout le faire. Et je rebondis, est-ce qu'être à deux, ça a facilité aussi les choses pour monter ce projet? Ah oui, évidemment. Tu parlais du socle de confiance dont on a besoin quand on commence, Bérangère. Et moi, c'était un peu mon associée parce qu'elle était un peu tête brûlée et moi, j'étais celle qui disait attends, attends. Donc, on était sur ce contrepoint tout le temps. Et aujourd'hui, ça s'est équilibré, mais ça a été hyper important. Je ne l'aurais jamais fait toute seule, je l'avoue. Et Bérangère, quel a été le déclic? C'était le fait de ne pas trouver le bon poste? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit c'est maintenant et je me lance? En fait, j'étais arrivée dans ma vie salariée à un tel niveau d'insatisfaction et j'avais visité le bout de tellement d'impasses que je me suis dit, il y a un autre paradigme ailleurs, c'est pas possible. Et moi, ça s'est pas fait par déclic, en fait, ça s'est fait de manière plus progressive. Comme ma spécialité, mon métier, c'était vraiment le commercial, le marketing, ce que j'ai commencé à faire, c'est donner des cours, en fait, c'est d'avoir des contrats de formatrice dans des écoles de commerce. Et petit à petit, on m'a ouvert mon champ parce qu'on m'a proposé de suivre le projet professionnel des élèves, faire le lien pédagogique avec les entreprises, les alternants, etc. Et je me suis dit, là oui, il y a eu un déclic. Le déclic, ça a été, ok, mon champ, ça va être l'accompagnement. Parce que ça me plaît beaucoup. Et finalement, j'en ai déduit du fait que être salarié dans la formation, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Je me suis déjà formée, ça c'était la première étape, c'était de me former, donc j'ai fait un DU coaching à l'université de Toulouse et en même temps j'ai monté mon cabinet en libéral dans Toulouse, au centre-ville de Toulouse. Et puis ça a marché et de fil en aiguille, j'ai petit à petit laissé tomber la partie formation pour faire monter en puissance la partie accompagnement et c'est comme ça que ça s'est fait. Après j'ai eu une fille. Ma première fille, je suis passée tout en ligne. J'ai eu ma deuxième fille, je me suis investie que auprès des mamans. Enfin voilà, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, il est inconcevable de revenir pour moi en arrière sur un paradigme salarié. Ce serait inconcevable.
Et alors, beaucoup de témoignages nous font part d'envie d'entreprendre ou alors de début d'entrepreneuriat. Quels seraient vos conseils, vous qui êtes deux entrepreneuses plus expérimentées, pour réussir en tout cas, essayer de tout concilier? Parce que quand on se met à son compte, c'est souvent avec l'envie de se dire que on va réussir à mieux concilier vie pro, vie perso et à avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, non seulement le projet qui nous plaît, mais la vie qui va avec. Qu'est-ce que vous avez appris de vos premières années d'entrepreneuriat pour justement que le travail n'occupe peut-être pas trop de place? Je commence. Oui. Si on parle d'entrepreneuriat, je veux quand même défaire une idée reçue qui est que c'est vraiment l'idéal quand on est maman, notamment pour tout concilier, vie pro, vie perso, parce que oui, ça offre vraiment beaucoup de souplesse et beaucoup de liberté. Mais le principe d'avoir son entreprise, c'est que, comme on le dit, c'est son deuxième, son troisième ou son premier bébé. Et que, désolé, mais si vous n'êtes pas là pour ne serait-ce que verser les salaires un 1er août ou répondre à votre banque ou répondre à un client, personne d'autre va le faire à votre place. Donc, vous déconnectez jamais vraiment. Donc, si on a envie de pouvoir déconnecter vraiment, soit il faut avoir une associée béton sur laquelle 2 semaines par an, on peut compter pour faire un vrai cut. Mais sinon, je me suis fait la réflexion après les vacances de Toussaint, on coupe jamais. Mais on n'a pas envie. C'est ça la liberté. Donc voilà, je trouve que ce qui est génial quand on a sa boîte, c'est qu'on est fier, on est responsable, on est libre. Mais voilà, la responsabilité et la chance de cette liberté vont ensemble en fait. Je suis d'accord. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle sur le chapitre Tenter le grand saut de l'entrepreneuriat. Il y a une sociologue française qui s'appelle Julie Landour qui a mis vraiment en lumière la conclusion de cette étude-là, parce que la grosse idée reçue, c'est en devenant ma propre patronne, je vais pouvoir m'affranchir de certaines choses et je vais pouvoir avoir un meilleur équilibre. Et en fait, ce qu'ont prouvé les études de Julie Landour, c'est que quand on est indépendant, on travaille environ 5 heures de plus hebdo. On a beaucoup moins de visibilité sur les heures de travail qu'on va passer la semaine suivante. Et plusieurs paramètres comme ça qui font qu'en fait, on travaille plus. Parce qu'il y a aussi, et je crois que c'est très important, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul à entreprendre. Notre conjoint, il doit aussi être là pour nous permettre de nous sentir plus équilibrés. Parce qu'il est super facile quand vous lancez votre commerce en ligne depuis la maison, allez, du matériel de puriculture, etc. Vous bossez de la maison, vous n'avez pas encore de bureau. Et ben vous allez être tenté d'aller sortir la lessive, d'aller repasser une chemise, d'aller faire 2 courses vite avant que ça ferme. Enfin voilà. Et du coup, vous travaillez pas moins. Et d'autres études ont aussi prouvé que l'investissement du conjoint était très important dans la possibilité que les femmes entrepreneuses ont à pouvoir se libérer du temps. Donc, je crois qu'un facteur clé de succès vraiment d'une entreprise, quand on est mampreneuse, un facteur clé de succès, c'est de définir les règles du partage du travail domestique et du travail éducatif. Parce que parfois, vous allez avoir un client que vous allez devoir prendre à 18h et à 18h, ça tombe mal. Donc, il faut que quelqu'un prenne le relais pour vous. Et c'est très important, c'est un travail d'équipe. Tout comme depuis la nuit des temps, les femmes ont mis leur carrière, entre guillemets, entre parenthèses pour permettre aux hommes d'aller gagner plus et d'être davantage disponibles en entreprise. Le partage du travail, ce n'est pas fait de manière égalitaire. Et là, quand vous allez, et c'est très important, quand vous allez entreprendre, il va être important de vous poser cette question et de vous la poser à 2, si vous êtes en couple. Et il a été évoqué les différents chemins pour s'épanouir justement au travail. Il n'y a pas que la reconversion totale, il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Quels sont les ingrédients, selon vous, qui font qu'on est une working mom épanouie? S'il n'y a pas une recette miracle, il y a plein de chemins différents, mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent épanoui? Qu'est-ce qui vous semble important? Moi, c'est de mettre le plaisir au centre de tout. Le plaisir, c'est l'envie de départ qui a fait que vous avez créé cette boîte et d'essayer, même si comme tout le monde, il y a 60% de c'est compliqué, c'est pas toujours simple, mais il faut garder au moins 40-30% de plaisir, de dire ça, j'aime ce que je fais. Là, tout d'un coup, dans cette mission-là, en fait, ça a évolué et je fais même plus ce que j'aimais faire. Donc là, il y a un problème. Et c'est ce que j'ai réalisé en préparant un peu cette conférence, c'est que
il faudrait se remettre en question tout le temps et c'est sain. En fait, se dire tout le temps, ah là, mais ça fait 1 an que je prends plus de plaisir, qu'est-ce qui va pas et ça arrive aussi quand on est entrepreneur. Enfin, ça arrive à tout moment, dans n'importe quelle situation. Donc, pour moi, mettre le plaisir au centre pour avoir l'envie, et je pense que les bonnes idées, elles viennent de là, c'est essentiel. Bérangère? Oui, je dirais que oui, le plaisir, il est très lié au sens. On a du plaisir quand ce qu'on fait a du sens. Et je crois que là, il y a un phénomène, une lame de fond hein, sur revenir aux fondamentaux, revenir aux choses essentielles. Les choses essentielles, c'est ce qui fait sens. C'est votre vision du monde, c'est ce qui fait sens. Donc, je crois que une bonne réinvention professionnelle doit reposer sur une base, sur un socle solide. Et encore une fois, le socle solide, c'est vous. Donc, votre réinvention doit partir de vous. Si vous avez fait le travail, je dirais, préparatoire à ce changement, que vous l'avez fait correctement, que vous avez bien tout exploré, forcément, les choix que vous allez faire vont aller dans le sens de ce qui résonne profondément avec ce que vous êtes, donc qui va vous amener du plaisir, donc qui va vous amener de la motivation sur le long terme, donc qui va faire que vous allez être en confiance pour prendre les bonnes décisions, parce que vous allez être dans votre zone, dans la zone dans laquelle vous êtes pleinement compétente, je dirais. Et alors, avant de passer aux questions des participantes, on vit une année très particulière avec la crise sanitaire. On est dans notre deuxième confinement. Pour certaines, la crise équivaut à un licenciement ou un changement parfois subi de carrière. Quel serait le message que vous avez envie de passer aux working moms qui nous écoutent aujourd'hui en cette fin d'année 2020? Ah bah moi, je trouve que le sujet est hyper adapté, se réinventer, et ça nous oblige à nous réinventer, ça oblige tout le monde à se réinventer, et je trouve ça presque sain. Comme je disais, on a toujours besoin d'un retour sur soi et d'un retour sur ce qu'on fait, et tout ce temps qu'on va avoir parce qu'on ne peut pas trop sortir, parce qu'on le passe avec nos enfants, je sais que ça fait un petit peu monde des bisounours, mais on peut l'investir et retrouver ce qui nous fait vraiment plaisir avec moins de contraintes sociales, réfléchir à ses futurs projets, sa future boîte ou son futur passe-temps. Je trouve ça assez... profitons de ce temps, en fait, que d'habitude, on n'a pas. Là, on en manque tout le temps, donc on en fait une opportunité. Ouais, très bien. Bérangère? Moi, je dirais qu'il y a un autre ingrédient, à mon sens, qui est vraiment très important, c'est le collectif. Alors, ça peut être complètement fou dans une période où on est vraiment encouragé à se replier sur l'individuel parce qu'il faut garder de la distance avec les autres, parce qu'il y a un climat insécuritaire, on a peur de sortir, etc. Mais je crois que la force du collectif est importante. On a besoin de soutien. Il faut se soutenir. Je crois en la sororité, je crois en le collectif. Soutenons-nous les unes les autres. Il est important pour votre projet de réinvention, qu'il soit entrepreneurial, qu'il soit reconversion, vous ne pouvez pas rester seul. Il faut vous nourrir de l'œil de l'autre, du feedback de l'autre. Il faut que les relations sociales, ça donne confiance aussi, ça donne de l'énergie. Les interactions sont importantes. Donc voilà, allez-y sur Zoom, allez dans des cercles de collectifs, des cercles d'entrepreneurs femmes, allez voir vos alter ego, les gens qui vous ressemblent, allez confronter vos idées, allez vous inspirer, allez demander du feedback, allez vous soutenir, allez vous motiver, allez partager votre expérience. C'est super important de ne pas se sentir seul, parce que seul, je veux dire, on peut abandonner, quoi. On prend aussi de l'énergie et de l'inspiration depuis les autres et on en donne, et c'est important d'être ensemble. Voilà, soutenons-nous et serrons-nous les coudes. C'est important en effet, surtout cette année. Alors, première question, quels seraient vos conseils quand on manque un peu d'énergie pour se reconvertir? On avait notamment le témoignage d'une jeune maman qui a un bébé de 6 mois, qui a envie de changement, envie de se reconvertir, mais on va dire qu'avec un bébé de 6 mois, ça pompe quand même pas mal d'énergie. Comment on fait pour peut-être se dégager du temps et se remettre dans une dynamique justement de changement? Alors moi, je veux bien tenter une réponse. L'énergie, c'est un rapport entre les dépenses entre les dépenses d'énergie et le rechargement en énergie. Donc je crois que, alors effectivement, quand on a un bébé de 6 mois, je peux comprendre. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, c'est de prendre une feuille, de la séparer en 2 colonnes. Qu'est-ce qui me bouffe de l'énergie et qu'est-ce qui me recharge? Dans ce qui bouffe de l'énergie, 2 questions à se poser. Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux abandonner? Parce qu'il y a forcément des trucs qui ne sont pas utiles là-dedans. Okay. Et dans la colonne, qu'est-ce qui me recharge? Comment je fais pour
une seule question, comment je fais pour en profiter encore plus et pour m'octroyer encore plus de ces temps-là. Ouais, donc on fait le point en effet sur ce qui prend de l'énergie et là où on peut se ressourcer. Très bien. Il y a une question qui est intéressante par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous conseilleriez de commencer à entreprendre en parallèle de son travail, en parallèle de son activité salariée? Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait personnellement pendant justement votre parcours, ou est-ce que vous avez arrêté votre activité salariée pour pouvoir vous lancer? Pour répondre à cette question, moi, je dirais que c'est intéressant de mûrir son projet pendant qu'on est salarié, parce qu'on peut avoir du temps le soir, etc. Mais je pense qu'au moment de passer à l'action, déjà psychologiquement, on a besoin d'une énergie nouvelle, on a besoin de temps et de disponibilité, on a envie d'y être tout le temps. Mais ça peut être intéressant de se donner le temps de mûrir son projet pendant qu'on est salarié, d'avancer sur plein de choses, les recherches, le benchmark. Parce que l'air de rien, comme vous dites, hein, le temps, l'argent et l'énergie, tant qu'on est salarié, on a un revenu. Donc, si on compte sur le chômage, par exemple, bah, c'est 2 ans et ça passe très vite. Donc, il vaut mieux gagner du temps et le soir et le week-end, avancer sur son projet tant qu'on est salarié et arrêter vraiment quand c'est le moment, quoi. Je suis assez d'accord. Alors moi, je propose souvent à mes clientes qui veulent faire ça parce qu'effectivement, c'est un moyen en fait de garder le côté sécurité entre guillemets financière, même si je pense qu'aujourd'hui en CDI, la sécurité n'est plus si évidente. Et l'insécurité n'est pas non plus si évidente dans la partie entrepreneuriale. Hein, donc ça, c'est aussi des croyances à re-questionner. Mais moi, ce que j'aime bien proposer à mes clientes, c'est de tester un side business. Alors aujourd'hui, moi, je travaille aussi avec une croyance avec mes clientes qui veulent partir dans l'entrepreneuriat, c'est que le digital est indispensable. Quelle que soit l'activité qu'on souhaite lancer, il y aura toujours dans l'ADN de cette activité, à mon sens, aujourd'hui, en 2020, et compte tenu en plus de tout ce qui est en train de se passer, le besoin d'être soutenu par une structure digitalisée. Et la bonne nouvelle, alors la nouvelle qui va demander un petit peu d'effort, c'est que ça demande des compétences, mais aujourd'hui, il y a pléthore de prestataires qui sont capables, si vous êtes encore en poste et que vous avez de la trésorerie, vous pouvez missionner quelqu'un pour vous créer votre site internet plutôt que d'aller essayer de le dépatouiller vous-même sur Wix, etc. C'est de payer quelqu'un pour vous faire votre site internet et payer quelqu'un qui vous mette en place un système qui vous permet de mesurer très rapidement si vous êtes capable de générer des clients ou pas. Et ça, le seul système connu aujourd'hui qui vous permette de travailler pour vous quand vous dormez ou quand vous êtes en poste, c'est le digital, parce que votre site internet, c'est votre commercial 24 heures sur 24. Donc, le digital, je pense, est vraiment, vraiment important. Et il y a une question intéressante, on l'a évoqué avec les conjoints ou les conjointes, mais du coup, comment on gère les autres? Parce que dans les témoignages, il y a deux choses. Il y a les autres qui nous encouragent, mais qui nous pressent un peu. Bon, quand est-ce que tu te lances? Ta reconversion, comment ça avance? Et qui vont peut-être nous mettre du stress et de la pression. Et il y a ceux à l'inverse qui nous disent non, n'y va pas, t'es folle de quitter un CDI ou un poste, tu vas pas changer de vie à 30 ans ou à 40 ans. Donc, du coup, comment on gère un peu les autres quand on a envie de changement dans sa vie professionnelle? Moi, je dirais de miser sur les valeurs sûres. Donc, tant que notre conjoint nous suit, et si c'est nos parents, nos valeurs de référence, on leur en parle. Et bon, moi, ils ont jamais vraiment compris ce que je faisais, mais ils m'ont soutenue. Ils sont là, voilà, c'est ça qui est bien. Il faut en parler aux gens, mais après, quand on est entrepreneur, on apprend très vite que quoi qu'il arrive, quand on vous demande comment va votre boîte, vous dites que ça va très bien, de toute façon, sauf à votre mari ou à votre meilleure copine qui sait que parfois c'est dur, etc. Mais on est entrepreneur et on est le drapeau, l'étendard de sa boîte, donc de toute façon, on devra toujours dire à tout le monde que ça cartonne, que ça va, qu'on a des projets. C'est toujours le cas, mais il y a des moments où, comme tout le monde, on n'en peut plus. Et il faut adopter un peu une façade. Donc, si on a peur de se faire ébranler par les commentaires des autres, il faut bien choisir ceux à qui on va en parler en détail. Et les autres, on a déjà le pitch de l'entrepreneur. Alors, je vais faire ceci, cela, c'est tout. On est ouvert aux autres idées, mais on reste perméable. La confiance, elle est là et personne ne peut me sortir de mon... Faut pas écouter tout le monde. Ouais, on fait le tri. C'est vrai que les autres, en fait, ça fait partie de l'environnement, les autres. Donc, il y a deux moyens, je pense, de passer outre, ou en tout cas de ne pas se laisser ralentir, parce que c'est précieux de pouvoir garder de l'endurance, etc. C'est d'avoir un cap, de savoir où on va, parce que ça, c'est sécurisant, c'est solide et on a une ligne droite à tracer.
Et au niveau de l'énergie, au niveau de nous, nos ressources qu'on est capable de mettre en place, il est important qu'il y ait du sens. Parce que quand il y a du sens, on est quand même un peu inarrêtable. Hein, ce vers quoi on va, ça fait sens pour nous. Que ce soit du sens dans l'objet de l'entreprise ou dans le mode de vie que ça va nous permettre d'avoir à terme. Parce que oui, hein, au bout d'un moment, quand votre entreprise elle fonctionne, vous pouvez vous souffler, vous libérer du temps, vous avez une équipe, vous déléguez. Enfin, voilà, on n'est pas tout le temps confondu avec sa boîte. Et à un moment donné, on peut aussi s'en extraire quand ça finit par bien marcher, etc. Et c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Mais tout à l'heure, quand je disais compliquer l'équilibre, oui, au début. Hein, au début et quand on fonctionne seul. Mais après, l'idée, c'est que ça décolle. Donc, je dirais avoir un cap et avoir suffisamment de sécurité intérieure pour plier mais ne pas rompre, quoi. On a une question par rapport au choix quand on a envie de se reconvertir. Alors, il y a plusieurs témoignages qui vont dans des sens différents. On a des personnes qui ont envie de faire plein de choses, du coup, qui n'arrivent pas à choisir. D'autres qui se voient toujours dans le même métier, donc qui ont du mal à quitter leur formation d'origine pour aller vers de nouveaux horizons. Et on nous demande notamment parmi les choix pour réussir à prendre les bonnes décisions, est-ce qu'un bilan de compétences est toujours utile? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et si oui, comment le faire? Quelles sont aujourd'hui les différentes possibilités? Alors, sur la question technique du bilan de compétences, effectivement, aujourd'hui, c'est la solution qui est proposée de manière institutionnelle, puisque c'est quelque chose qu'on peut se faire financer. Il est inscrit dans le Code du travail, hein, c'est quelque chose d'officiel, le bilan de compétences, il y a un process à respecter, etc. Ça peut être un très bon premier niveau de réflexion, mais je crois qu'il y a vraiment deux autres dimensions à ne pas oublier. Donc ça, c'est assez facile, hein, tu vas sur... mon compte sur le site du CPF, hein, il est assez facile de trouver des prestataires en bilan de compétences. Par contre, rencontrez-les parce que bon, il faut que vous puissiez choisir votre prestataire. Après, je crois qu'il y a vraiment aussi d'autres dimensions à prendre en compte et c'est pour ça aussi que moi j'ai créé autre chose hein, que le bilan de compétences parce que pour moi c'était pas suffisant et c'était pas forcément adapté aux mamans et aux problématiques des mamans. Donc je crois qu'il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est la dimension collective. Il vous faut une équipe. Il vous faut un groupe de soutien, il vous faut un mastermind, il vous faut un groupe de pairs avec qui vous pouvez partager. Regardez comme ça fait du bien de participer à cette conférence. Juste parce qu'on s'entend, parce qu'on parle ensemble, parce qu'on va toutes dans la même direction. Hein, donc ça, c'est très important. La partie collective est très importante, ce qu'il n'y a pas forcément dans le bilan de compétences. Donc il faut penser à le compléter. Et après, il y a la partie émotionnelle. Je crois qu'il y a un travail à faire aussi, parce que le changement de vie professionnelle, on dit souvent que c'est le grand 8 émotionnel avec des peurs, avec des deuils à faire sur différentes choses. Et c'est important d'accompagner aussi toute cette dimension relationnel, oui, gérer les autres, oui, gérer le conjoint, oui, gérer les parents qui vous disent mais on ne comprend pas pourquoi tu veux changer, oui, la copine qui dit mais je te verrai moins si tu changes, oui, l'ado qui dit mais maman on n'aura plus d'argent si tu crées ton entreprise, enfin oui, c'est compliqué tout ça et je crois qu'il y a quelque chose à vraiment prendre en compte, c'est voilà, en plus du travail intellectuel, du bilan de compétences, c'est la partie relationnelle, il faut du collectif. Et il faut de la gestion émotionnelle aussi. Et justement, par rapport à ce collectif, est-ce que chacune, vous avez en tête des réseaux féminins ou je ne sais pas, alors ça peut être des podcasts, des groupes en ligne que vous recommanderiez sur justement entreprendre au féminin, où on nous demande un petit peu où est-ce qu'on peut aller s'inspirer? Alors, moi, de mon côté, je vais faire de la pub pour ma paroisse. Hein. C'est mon groupe Facebook Trouve ton projet pro. Donc, il y a 1800 mamans qui sont dessus aujourd'hui. On s'entraide. Hein. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a des webis qui sont réguliers, des webinaires qui sont réguliers. Et puis, toutes les personnes qui sont dessus vivent à peu près la même chose. Certaines à certains points et d'autres sont un peu plus en avance ou un peu plus en retrait. Mais voilà, on va tout dans la même direction. Donc, je dirais que ça, c'est pas mal. Et après, il y a bien sûr le réseau Mampreneur, qui est un réseau national qui a des antennes partout en France. Mais ça, c'est typiquement pour les mamans entrepreneurs. J'ajouterais, moi, de ne pas rester trop seule et d'aller bosser parfois, soit en coworking, mais aussi dans des lieux qu'on aime et qui nous inspirent. Ça peut être, enfin moi c'est mon club de yoga qui fait resto aussi et j'ai rencontré plein de personnes hyper intéressantes là-bas, des lieux où les gens vont travailler, des lieux où on va croiser peut-être des gens qui sont un peu dans le même genre de parcours, ou faire des déjeuners avec des copines qu'on n'a pas vues depuis longtemps mais qui font un métier qui nous intéresse, garder le contact, poser des questions et s'inspirer un peu des autres.
pour aller. Et là, peut-être qu'elle va nous parler d'un événement, d'une soirée, d'un réseau. Il y en a dans toutes les villes, donc je ne peux pas généraliser, mais voilà, de ne pas perdre le fil et effectivement, comme tu disais, Bérangère, de ne pas s'isoler. Oui, le réseau est important et il n'y a pas en effet que le réseau strictement professionnel. Et n'hésitez pas aussi en ligne. Que ce soit LinkedIn, où il y a plein, je dirais qu'il y a les en ligne est important, et aussi au niveau local, il y a plein d'associations aussi féminines régionales, donc ça vaut le coup d'aller voir en effet selon votre secteur d'activité. On nous demande aussi par rapport aux peurs, et on manque parfois de confiance en soi, on l'a évoqué, on a peur des fois du côté financier. Avant de se lancer, quels seraient vos conseils là-dessus pour que la peur ne nous paralyse pas? Alors, la question financière, elle est importante, surtout pour les mamans, parce qu'il y a quand même une culture qui a traîné pendant des années, des dizaines d'années, où il y avait une incompatibilité entre mère de famille et argent, réussite, richesse, et même entre femmes, hein, plus largement entre femmes et richesse, enfin voilà, argent. Donc il y a des choses qui semblaient incompatibles, mais aujourd'hui qui sont, enfin voilà, on a le droit de s'y autoriser. Dans la peur financière, enfin, j'entends dans la question qu'il y a j'ai peur de manquer d'argent en fait. En fait, il y a deux choses pour aller vérifier et pour aller travailler ça. Le premier aspect, c'est de connaître en fait son budget, parce que souvent, les peurs, c'est de l'irrationnel et c'est pas basé sur du. C'est comme aujourd'hui, on parle beaucoup du contexte terroriste. Bon, on a tous peur de ça, mais grosso modo, la probabilité de mourir dans un attentat terroriste est beaucoup plus faible que de mourir d'un accident de la route. Mais n'empêche que le ressenti est différent des faits. Pour la gestion du budget, je ne sais pas si c'est très heureux comme comparaison, mais c'est en tout cas On a compris l'idée. d'époque. Quand on a peur de manquer, il y a une différence entre le réel besoin financier et budgétaire mensuel et parfois la peur. Donc la peur, c'est lié au rapport à l'argent et le budget, c'est lié à la gestion. Et ça, c'est très différent. Et une fois déjà qu'on a compris ça, il y a peut-être des choses qu'on peut modifier ou voir autrement. Et comment on gère? On nous demande aussi quand les deux, le conjoint et soi-même, on est entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, ou est-ce que c'est complètement fou de se dire que non, il en faut au moins un des deux en CDI bien stable? Alors moi, j'ai été dans ce cas. C'est plus le cas depuis un an, mais c'était un petit peu en même temps vertigineux parce qu'on se disait mince, on n'a pas de bouée de sauvetage en cas de Covid. Et j'avoue que cette année, on était bien content que mon mari, même si finalement nous, ça nous a pas vraiment impacté sur le chiffre d'affaires, etc. Mais la peur, comme tu disais, tu vois, la peur du manque de fil pour nous récupérer si ça croule. Mais je pense aussi que c'est vraiment une chance parce qu'on se comprend C'est vrai. et on peut se soutenir. Donc, après, il faut quand même qu'il y ait une des deux boîtes qui soit un peu solide. Si on part de zéro tous les deux, je pense que c'est quand même dangereux. Décaler un peu dans le temps, pas les deux en même temps. Oui. Ouais, ouais. Bérangère? Oui, je dirais que c'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail d'équipe, donc je pense que c'est à mettre en perspective aussi avec la manière dont le couple fonctionne, la manière dont on communique, la manière dont on décide de prendre sa place chacun dans le couple. Parce que moi, j'ai vu déjà des femmes qui avaient besoin, qui avaient envie de changer, et puis qui se sont fait couper l'herbe sous le pied par un conjoint, par manque de communication, ou parce que ça a toujours été comme ça, c'est monsieur qui passait avant les besoins de madame, etc. On a des projets comme ça qui se sont fait couper l'herbe sous le pied, et ça ne crée pas une situation saine. Donc l'idée, c'est vraiment se dire que chaque projet est important, et comment on fait ensemble en équipe pour trouver un terrain où tout le monde se sent bien dans son activité professionnelle et se sent à sa place dans son activité professionnelle. Alors Marine, on a une question sur les envies de reconversion dans le journalisme. Quelles seraient les recommandations pour essayer si certains ou certaines ont envie voilà, d'aller découvrir le monde du journalisme? Alors, si je devais devenir journaliste aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, avec Instagram et globalement le digital, chacun a son propre média, hein, tout le monde peut dire son avis et être cru par tout le monde. J'ai l'impression d'être déjà de l'ancienne génération, mais je dirais de commencer par devenir son propre média et d'avoir un compte Instagram cohérent avec des points de vue et des textes ou des liens vers des textes ou des photos intéressants, devenir le petit journaliste de son confinement
Et puis, être formé quand même, parce que même si c'est pas un métier que tout le monde peut faire, contrairement à ce qu'on entend en ce moment. Et il y a un peu de méfiance vis-à-vis de ce métier, alors que c'est des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent l'ouverture et le contact avec les autres. Et il faut se former quand même. Il y a des règles et il y a une éthique. C'est un métier. Donc, se former à distance et puis s'y coller sur les réseaux sociaux, hein, c'est le meilleur moyen, je trouve. Y mettre, en effet, commencer par la pratique aussi. On parlait tout à l'heure de tout concilier et on a des questions sur justement est-ce que c'est possible de tout concilier entre la vie de couple, la vie de famille, le nouveau projet, le sport, les loisirs, la vie sociable quand on pourra à nouveau en avoir une, ou est-ce que selon vous forcément il faut faire des compromis et parfois mettre certaines choses entre parenthèses? Bon, je réponds et puis après, Bérangère, je pense que tu auras une partie à nous donner. Moi, je pense que c'est pas possible. Sans être négative, je pense que tant qu'on revoit pas ses priorités, c'est pas possible. Mais la vie, elle est longue. Et puis, la première année d'un enfant, la priorité, c'est l'enfant. Donc, il faut arrêter d'être frustré de ne pas pouvoir faire de la gymnastique toute la journée parce qu'on a l'enfant qui est là. Donc, essayer de profiter du présent. Moi, je suis beaucoup mieux depuis que je vis dans l'instant présent. Donc, ne pas être au boulot quand je suis avec mes enfants, accepter que je dors pas beaucoup, donc oui, il faut que je me couche à 9 heures, donc non, je peux pas lire autant de bouquins que je voudrais. Donc, accepter que à chaque époque, à chaque période, c'est priorité. Et puis, ça ne nous empêche pas d'avoir le cerveau actif, je trouve. Donc, on peut toujours réfléchir à ce qu'on va faire après, le noter sur un petit carnet, se dire que quand on aura du temps, on fera ça, et quand on sera à la retraite, on fera ça. Et je trouve ça sympa aussi de se projeter, mais voilà, non, on ne peut pas tout faire le même jour et tout faire bien et en étant heureux surtout. Oui. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis, Marine. L'équilibre, c'est vraiment l'équilibre, c'est-à-dire tu marches sur un fil et tu essayes de ne pas tomber ni à droite ni à gauche. Donc, c'est une vigilance de tous les instants et c'est un calcul de tous les instants. Ça demande même des efforts de travailler à son équilibre parce que tu vas, je sais pas, gérer différemment certaines choses. Tu vas devoir arbitrer. Oui, c'est un travail de rester équilibré. Surtout qu'on a des tendances, moi je sais que j'ai la tendance à trop travailler, j'ai dû me gendarmer pour ne travailler que 20 heures par semaine, prendre toutes les vacances scolaires, ne pas ouvrir mes mails, il y a des choix à faire, il y a des choses auxquelles renoncer. Donc effectivement ce que tu dis c'est juste parce qu'il y a des moments dans la vie tout simplement où tu dois t'autoriser à être pleinement quelque chose, pleinement mère, la première année de ton enfant, pleinement working girl avant d'avoir eu ton enfant, voilà, tu dois t'autoriser et accepter parce que les objectifs de vie changent aussi. Voilà, donc c'est un réajustement vraiment tout le temps. Et je crois qu'il y a aussi être vigilant, être bienveillante et indulgente vis-à-vis de soi-même. Il ne faut pas oublier que les femmes aujourd'hui, elles ont toutes les casquettes. Hein. Elles ont la réussite professionnelle, la réussite dans le couple, la réussite. Il faut être une femme épanouie, il faut être une mère épanouie, il faut être professionnellement épanouie, réussir, etc. Ça, ce sont de nouvelles exigences parce que les femmes, elles ont été cantonnées à l'espace domestique pendant très très longtemps et ça fait peu de temps finalement à l'échelle de l'histoire qu'elles sortent de leur cocon domestique et c'est pas pour ça qu'on leur donc elles vont dans la vie professionnelle et c'est pas pour ça qu'on leur enlève de la charge au niveau domestique et au niveau éducatif. Donc il y a aussi dans les choix que tu as à faire pour te sentir équilibré, il y a aussi renoncer parfois à des choses qui sont très très anciennes. Voilà, qu'est-ce qu'on dirait de moi si c'est pas du tout moi qui faisais, par exemple, je sais pas, qui faisait les devoirs avec les enfants. Qu'est-ce qu'on dirait de moi si? Est-ce que je suis une bonne mère si? Et du coup, tu es tout le temps en train d'essayer de satisfaire à des exigences sociales, des exigences professionnelles, des exigences même toi vis-à-vis de toi-même, parce qu'on voudrait pouvoir tout faire, tout porter, sauf que c'est pas possible. En fait, c'est pas possible, donc il faut choisir. Et l'idée, c'est la question à se poser, c'est comment j'arrive à choisir en étant bien dans mes pompes. Et quel que soit le curseur, hein, quel que soit le côté que tu choisisses, parce que tu peux tout à fait choisir d'investir à fond ta vie professionnelle et que ce soit papa qui s'occupe des enfants, c'est tout ça, c'est OK. Mais l'idée, c'est que ce soit entendu dans le couple de manière à ce que personne ne soit lésé. Voilà, c'est ça, je pense.
Alors, beaucoup vous remercie parce qu'on a une telle pression en effet à vouloir être épanoui, à tout réussir dans tous les domaines et à tout concilier que ça fait du bien d'entendre vos témoignages. Et est-ce que c'est aussi l'idée de dire stop à la perfection? C'est-à-dire on l'a lu un petit peu au travers de ce que vous dites toutes les deux, c'est aussi de ne pas mettre la barre trop haut et peut-être de faire les choses sans vouloir atteindre à chaque fois la perfection de la mère parfaite, de l'entrepreneuse qui réussit tout et de mettre peut-être pas la barre trop haut. Évidemment. Évidemment, et puis cette perfection, on se l'est imposée à nous-mêmes, mais nos enfants, ils sont très contents de manger des pâtes et du jambon tous les jours. Alors, s'ils en mangent 4 fois par semaine, c'est pas grave. Donc oui, oui, carrément, enlever tout ça, on s'en fout. Tout va bien. La seule responsabilité qu'on a, c'est vis-à-vis d'eux, et qu'ils se sentent bien, et qu'ils soient souriants, et qu'ils se sentent aimés. Et du coup, tout le reste, c'est nous qui nous le mettons. Donc il y a des domaines où il y a des jours où il faut que ce soit parfait, mais pas tout, et la plupart des choses ne peuvent pas être parfaites. Je ne sais plus qui m'avait donné cette astuce du 80-20 pour aller plus vite et être plus efficace. Mais voilà, je dois faire quelque chose dans un temps imparti. Il sera parfait à 80% parce que si je passe 3 heures de plus pour qu'il soit parfait à 100%, je perds mon équilibre de journée. Donc à 80%, c'est déjà beaucoup. Oui, tout à fait. Ouais. Et on a une dernière question, et après on va vous libérer, sur le plafond de verre qui a été évoqué apparemment dernièrement dans un article sur les louves et on nous demande de revenir là-dessus. C'est toi, Bérangère, qui a eu cette expression? Oui, mais alors elle n'est pas de moi, c'est de Marlène Schiappa à la base, dans un livre d'ailleurs qui s'appelle Plafond de mer. L'idée, c'est que une femme et un homme sont à égalité dans le monde du travail du moment où la femme n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des enfants, la carrière va se ralentir, les évolutions de carrière vont se ralentir, les opportunités vont se raréfier et même on va changer d'attitude par rapport à nous puisqu'on va, que ce soit en recrutement, que ce soit en évolution professionnelle, que ce soit en rémunération, on va se méfier de nous. On va se méfier de nous parce qu'on va être considéré comme moins disponible, moins digne de confiance, puisque le jour où il faudra rendre un gros dossier, il faudra qu'on parte à 16 heures. Voilà. En tout cas, ce sont des idées qu'on se fait par rapport à nous. Et ça, même si aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des relais au niveau de la garde de nos enfants, etc., on est toujours associé à celle qui garde des enfants, donc celle qui va devoir satisfaire à d'autres exigences que les exigences purement professionnelles. Et du coup, il y a un plafond invisible qui est au-dessus de nos têtes, mais c'est principalement pour les mères que pour les femmes, puisque avant d'avoir un enfant, une femme qui entre dans le monde du travail après son diplôme, elle va être payée de la même façon qu'un homme, à compétence et à diplôme égal, mais ça se compliquera du moment où, à partir de, je sais pas, 30 ans, 35 ans, sur des postes de management, il y aura moins de passerelles qui seront possibles et la rémunération va stagner. Et dans les postes de direction des grandes entreprises, d'ailleurs, je crois qu'il y a, dans le CAC 40, il n'y a qu'une seule femme. Et c'est très récent. Qui est vraiment PDG. Donc voilà, le plafond de mer, c'est ça. Et je dirais pour être un petit peu optimiste, ce qui peut changer la donne, c'est le fameux congé paternité ou deuxième conjoint du coup qui augmente parce que du coup les femmes ne seront plus les seules absentes pendant plusieurs semaines et on sera là aussi sur un pied d'égalité à notre retour de congé maternité. Donc les choses évoluent et vont dans le bon sens et on espère que ça va continuer. C'est l'heure de vous dire merci à toutes les deux, c'était très chouette. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde et ça déculpabilise et en même temps on fait le plein d'énergie quand on en parlait tout à l'heure. Donc je vous invite à retrouver Marine sur les louves. Et quand on parlait du coup du partage d'expérience, vous trouverez plein d'articles qui vous permettront et de portraits aussi. Enfin voilà, je pense que quand on parlait de solidarité féminine, allez voir les louves et ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup Marine. Merci, merci à vous. Merci Bérangère. Donc on rappelle coaching de carrière pour tes accompagnements et puis on rappelle aussi Working Mum, 10 séances d'auto-coaching pour réinventer sa vie. Il est là. Voilà, il est là, le beau livre, préfacé par les louves. Et on vous invite, si ça vous dit, la semaine prochaine, on a encore un webinaire sur le job crafting avec Sylvaine Pasquale. On parlera beaucoup de plaisir au travail sans forcément justement tout changer et se reconvertir. Comment on peut modeler son travail pour y retrouver plus de sens et de plaisir. Et dans 15 jours, je vous donne rendez-vous aussi le 17 novembre pour la prise de parole en public parce que c'est une épreuve pour beaucoup d'entre nous et ça peut être source de stress et on verra avec deux professionnels de l'art oratoire que on peut tous y gagner à être plus à l'aise à l'oral. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente semaine confinée mais très bonne semaine quand même et à très bientôt. Merci. À bientôt, merci. Merci.